Aujourd'hui, dans cette discussion Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on aborde un sujet vraiment central. Oui, un sujet souvent difficile pour les familles. Ouais, la décision de donner ou non une médication à son enfant pour son TDAH. C'est un vrai moment charnière. Et c'est rarement une évidence, hein. Non, c'est clair. C'est une décision qui brasse énormément de choses. Des émotions, des peurs, et puis parfois un lourd sentiment de culpabilité. On est loin du choix en noir et blanc. Très loin. Et c'est essentiel de reconnaître cette complexité dès le départ. Absolument. L'idée aujourd'hui, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est plutôt d'explorer ensemble les grandes questions, les craintes qui reviennent tout le temps chez les parents. D'essayer de démêler un peu tout ça. Exactement. De manière bienveillante, éclairée, pour que chaque famille puisse cheminer vers une décision qui lui semble juste, sereine. Hmm. Alors, si on commence par la préoccupation numéro 1, celle qu'on entend partout. Ah, sans hésiter, la première peur la plus viscérale, c'est: est-ce que mon enfant va devenir un zombie? Oui, cette image de l'enfant qui perd son étincelle, C'est ça. sa personnalité, son humour, sa créativité, tout ce qui le rend unique en fait. Les parents aiment leur enfant pour qui il est, Bien sûr. avec ses défis, mais aussi avec toute sa lumière. Et l'idée de voir cette lumière s'éteindre, c'est terrifiant. Et c'est une peur qui est absolument légitime. La première chose à dire, et c'est capital, c'est que si ça arrive, c'est que le traitement n'est pas le bon. D'accord. Un enfant qui devient apathique, éteint, ou dont la personnalité semble effacée, c'est le signal d'alarme. Le drapeau rouge. Exactement. C'est le signe d'un essai médicamenteux qui ne fonctionne pas. Ce n'est jamais, au grand jamais, le but qu'on recherche. Le but, c'est d'aider l'enfant à mieux mobiliser ses ressources, pas de l'anesthésier. Donc on doit réagir tout de suite. Immédiatement. On revoit le dosage ou alors on change de molécule. D'accord, donc cet effet zombie n'est pas une fatalité. Mais j'imagine que la frontière peut sembler un peu floue, non? Oui. Comment un parent peut faire la différence entre un enfant qui devient juste plus calme et un enfant qui perd sa joie de vivre? Un enfant TDAH, c'est souvent très expansif. Un changement, même positif, ça peut être déstabilisant. C'est une excellente question parce que tout est dans la nuance. Vraiment. Et c'est là qu'il faut regarder la qualité du changement. La qualité? Prenons un exemple qui revient souvent. L'humour. Un parent pourrait dire: il est moins drôle depuis qu'il prend son traitement. Hmm. Mais en y regardant de plus près, on peut réaliser que le médicament l'aide à mieux gérer son impulsivité. Avant, il faisait peut-être des blagues tout le temps. Y compris au milieu d'un cours. Voilà. Ce qui lui causait des ennuis. Maintenant, il est toujours aussi drôle, mais il choisit ses moments. Son humour devient un outil de connexion sociale et plus une source de distraction. Je vois. La personnalité n'est pas effacée, Non, elle est mieux canalisée. la compétence est toujours là, mais elle est utilisée de manière plus adaptée. C'est subtil, mais c'est un changement fondamental. Mais cette idée qu'un médicament puisse canaliser, ça nous amène directement à l'autre grande angoisse, La dépendance. la dépendance. La peur de rendre son enfant accro. C'est le deuxième grand fantôme, oui. Et là aussi, les mots sont très importants. Il faut vraiment distinguer le fait de trouver un médicament utile et le fait d'en être dépendant au sens d'une addiction. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Si le traitement aide, l'enfant en dépend, comme une personne qui a la jambe cassée dépend de ses béquilles pour marcher. Ou comme une personne en fauteuil roulant dépend d'une rampe. C'est exactement ça. Ce n'est pas une addiction. C'est un outil qui restaure une fonction et qui permet de participer pleinement à la vie. On pourrait même faire une analogie avec le sommeil. On a tous besoin de dormir pour fonctionner. Bien sûr. Si on est en manque de sommeil, notre cerveau le réclame avec force. On le désire, mais personne dirait qu'il est accro au sommeil. C'est un besoin. C'est un besoin pour que notre neurologie fonctionne. C'est une excellente image. La médication du TDAH, surtout les psychostimulants, ça vise à compenser un déficit. Un déficit en certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, dans des zones clés du cerveau. Et c'est là qu'il y a un point crucial à comprendre, non? Oui, un point essentiel. Ces médicaments n'ont pas du tout le même effet sur un cerveau TDAH et sur un cerveau neurotypique. C'est contre-intuitif, ça. Très. Chez une personne sans TDAH, un stimulant peut provoquer un high, une euphorie. Chez une personne avec un TDAH, il a un effet paradoxal. Il calme, il aide à se concentrer, il structure la pensée, il ne shoote pas l'enfant, il l'aide à s'organiser de l'intérieur. D'accord. C'est un point vraiment important à retenir. Alors, on a parlé des peurs qui touchent à l'intégrité de l'enfant, sa personnalité, sa liberté, mais la décision, elle se joue pas seulement dans le cabinet du médecin. Non, loin de là. Elle est aussi pétrie de
De conviction personnelle, de pression sociale. Absolument. Et ça nous amène à une autre question très très présente aussi. Et les traitements naturels, ce serait pas mieux? Ah oui. Il y a cette idée très ancrée dans notre culture que ce qui vient de la nature est bon et ce qui est chimique est suspect. C'est un réflexe presque pavlovien. Comment on peut prendre un peu de hauteur par rapport à ça? En utilisant des exemples simples, je pense, les lunettes de vue. Hmm. C'est un appareil technologique, c'est 100% non naturel. Pourtant, qui remettrait en cause le bénéfice immense qu'elles apportent? C'est une prothèse, elle corrige un trouble de la vision. Personne ne dirait à un myope d'essayer de mieux voir par lui-même. Jamais. Et à l'inverse, ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger. Le cannabis, c'est une plante. C'est naturel. Mais on connaît très bien son potentiel d'abus et les risques qu'il représente, surtout pour un cerveau en développement. Donc l'équation naturel égale bon et chimique égale mauvais est trop simpliste. Elle ne tient pas la route, c'est une simplification qui nous empêche de réfléchir. Et cette vision, elle est aussi très culturelle, j'ai l'impression. On entend parfois que la médication, c'est une solution de facilité, Une approche à l'américaine. voilà, et que ça révèle une sorte de paresse éducative. Oui, et cette perception est souvent complètement déconnectée de la réalité vécue par les familles. Les sources montrent aussi à quel point l'accès et la perception des soins varient. Pour certaines communautés, l'accès aux soins, c'est en parcours du combattant. Et parfois, le système est paradoxal. Très. La médication peut être proposée en premier, voire comme seule option par des systèmes scolaires qui manquent de moyens, qui n'ont pas de psychologue à proposer pour un suivi plus global. Et là, les parents se sentent pris au piège. Ils se sentent pris au piège, ce qui nourrit une méfiance qui est légitime dans ce contexte. Et tout ça, ça doit forcément amplifier le sentiment au cœur de tout. Cette question qui ronge tant de parents, est-ce que ça fait de moi un mauvais parent? Et là, la réponse doit être d'une clarté absolue. C'est non. Un manque d'amour, c'est une condition neurodéveloppementale, avec des bases biologiques et génétiques solides. Donc, envisager une médication. Ce n'est pas un constat d'échec parental, c'est souvent tout le contraire. C'est l'acte d'un parent qui cherche activement des solutions pour aider son enfant à accéder à son plein potentiel. Mais il y a cette petite voix, insidieuse. Est-ce que je fais pas ça un peu pour moi, pour avoir la paix? Comment on sort de cette culpabilité de l'égoïsme? En changeant de perspective. Au lieu de voir ses propres émotions, la frustration, l'épuisement, l'impatience, comme un signe d'égoïsme, il faut les utiliser comme une information. Une information précieuse. C'est-à-dire? Si vous, en tant que parent qui aimez votre enfant de manière inconditionnelle, vous vous sentez à bout, imaginez ce que peuvent ressentir les autres. Les camarades de classe, les enseignants. Plus tard, les employeurs. Si la vie est difficile pour vous, elle l'est probablement encore plus pour votre enfant. Aider l'enfant à mieux se réguler, à mieux interagir, c'est d'abord un cadeau immense qu'on lui fait. Et par ricochet, ça aide la famille. Oui, par ricochet, ça rend la vie de famille plus sereine. Mais le bénéficiaire principal, c'est l'enfant. Toujours. C'est une façon très saine de recadrer les choses. Parlons maintenant des aspects plus concrets, liés au temps. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi maintenant? On a bien réussi à faire sans pendant des années. C'est logique de se poser la question. La clé, c'est de comprendre que les exigences de la vie, elles ne sont pas linéaires. Ah oui, Les compétences qu'on appelle les fonctions exécutives, la planification, l'organisation, la gestion du temps, le contrôle de l'impulsivité, elles sont de plus en plus sollicitées à mesure que l'enfant grandit. c'est exponentiel. C'est ça. Les attentes en CE2, où l'institutrice est très présente pour structurer le travail, ça n'a rien à voir avec les attentes en seconde. Là, l'ado doit gérer 10 matières, des devoirs à long terme, son propre agenda. Donc un enfant a pu compenser pendant longtemps, Oui. grâce à son intelligence, sa créativité, ou à un cadre familial très soutenant, et puis à un moment, le fossé entre ses capacités d'organisation et ce que la vie attend de lui devient trop grand. Et source de souffrance. Ouais. C'est exactement ça. Le TDAH dure toute la vie, mais ses manifestations changent avec l'âge et le contexte. Un défi qui était gérable à 8 ans peut devenir un mur infranchissable à 15. Donc la médication peut devenir une option pertinente à ce moment-là. Pas parce que l'enfant va plus mal, mais parce que les exigences de son environnement ont radicalement changé. Et puis il y a l'obstacle très pragmatique. Le dernier grand souci, oui. Tout ce processus, c'est trop de travail, c'est trop lourd à gérer. Et ça, il ne faut surtout pas le minimiser. C'est une réalité. Gérer une médication pour le TDAH, c'est un investissement. En temps et en énergie. Oui,
Il y a les ordonnances, qui sont très contrôlées, à renouveler souvent, les multiples rendez-vous médicaux pour le suivi, les ajustements de dosage. C'est une charge mentale et logistique qui n'est pas négligeable. Surtout pour des parents qui sont souvent déjà fatigués. Exactement. Et il faut aussi se préparer à l'idée que ça ne marchera peut-être pas du premier coup. Cette phase d'essai, de tâtonnement, ça peut être décourageant. C'est un point fondamental. Il est même plus courant qu'exceptionnel de devoir essayer une ou deux molécules différentes ou plusieurs dosages avant de trouver le bon équilibre. Il faut le savoir, hein. Il faut le savoir et voir ça comme un investissement. Un mois ou deux qui peuvent sembler intenses en termes de suivi et d'ajustement peuvent déboucher sur une solution qui va changer positivement la vie de l'enfant et de la famille pour des années. Le retour sur investissement peut être énorme. En termes de bien-être et de réussite, oui, il peut être immense. D'accord. On a fait le tour des grandes craintes. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a aussi la peur des conséquences de ne pas médicamenter. Bien sûr, L'échec scolaire, la dévalorisation, les difficultés sociales, le ressentiment de l'enfant plus tard. C'est vraiment ça le dilemme. c'est tout le dilemme, oui. Comment on peut aider les parents à structurer leurs pensées pour prendre une décision? On peut proposer une sorte de cadre de réflexion, en quelques points. Le premier, la base de tout, un diagnostic de TDAH n'obligeant rien à un traitement médicamenteux. C'est une option. C'est une option, sur la table, pas un passage obligé. Deuxièmement, il faut être au clair sur l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on envisage la médication, là, concrètement? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Exactement. La concentration en classe, l'impulsivité dans la cour de récré, la capacité à démarrer ses devoirs sans crise, la régulation des émotions, il faut une cible claire. Ce qui amène logiquement au troisième point. Comment on va mesurer si ça marche? C'est ça. On ne peut pas savoir si le traitement est efficace si on n'a pas défini ses objectifs observables au départ. Être capable de rester assis pendant le repas ou recevoir moins de remarques de l'enseignant, ça, ce sont des indicateurs concrets. Et pour les parents qui, dans un premier temps, préfèrent attendre. C'est le quatrième point, très important. Si la décision est de ne pas médicamenter pour l'instant, il peut être très utile de se fixer un seuil de réévaluation. D'accord. C'est-à-dire, quels événements ou difficultés spécifiques nous amèneraient à un reparner. Par exemple, si ses notes chutent en dessous de la moyenne dans 3 matières, ou s'il commence à dire qu'il ne veut plus aller à l'école. Ça permet de ne pas rester figé. Et de réévaluer la situation de manière objective. Il faut aussi peut-être sortir de l'idée que la médication est une solution de dernier recours. Absolument. Cinquième point. Ce n'est pas un aveu que tout le reste a échoué. C'est un outil. Un outil qui peut être combiné à d'autres approches à différents moments du parcours. Et ça nous amène au dernier point, le plus important. L'approche doit toujours être globale. La médication, si elle l'est choisie, n'est qu'une pièce du puzzle. Ça ne remplace pas le reste. Jamais. Ça ne remplace jamais un bon accompagnement psychologique ou éducatif, les aménagements scolaires, le coaching parental ou une bonne hygiène de vie. Cette discussion vous est proposée par la Fondation Pôle Autisme. En résumé, la décision de recourir ou non à la médication est profondément personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse qui vaudrait pour tout le monde. Chaque enfant est unique. Chaque enfant, chaque famille, chaque histoire est unique. L'objectif, au final, c'est de trouver la bonne combinaison de soutien pour que l'enfant puisse s'épanouir, déployer tout son potentiel. Et c'est ce cheminement, fait avec amour et discernement, qui est la marque d'un bon parent. Avant de finir, peut-être une dernière pensée à laisser mûrir. On se concentre beaucoup sur ce que le TDAH fait à l'enfant, à la famille. Mais on peut aussi renverser la perspective et se demander comment le fait d'accompagner un enfant avec un TDAH nous transforme, nous, en tant que parents. Comment ça nous oblige à devenir plus créatifs, plus patients, plus structurés. C'est vrai? Parfois, le plus grand défi est aussi une source inattendue de compétences et de croissance personnelle. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous. À bientôt.